En quelques secondes, ce matin-là, la piste de Bobo Dioulasso change de statut pour tout un pays. À 24 ans, Marie Traoré devient la première pilote de chasse du Burkina Faso, après des années de discipline, d'examen et de solitude dans les airs. Ce succès dépasse l'armée, école, famille et caserne y lisent un signe, et la question revient. Qu'est-ce que cela annonce pour le pays d'Ibrahim Traoré quand une exception commence à devenir une norme? Si une seule trajectoire peut déplacer les regards, alors l'histoire qui commence ici peut encore s'élargir au-delà du ciel dans la société entière. Cette histoire ne parle pas seulement d'un cockpit, ni d'un uniforme, ni d'un instant héroïque figé dans une vidéo. Elle parle d'un seuil franchi, lentement, méthodiquement, jusqu'à devenir visible pour tout le Burkina Faso. Elle dit comment une ambition personnelle peut se transformer en repère collectif et comment une institution réputée fermée finit par laisser passer une figure inattendue. Ce que cela apporte aux spectateurs, c'est de comprendre un changement sans se tromper. Car derrière le titre de première, il y a une pression continue, des regards sceptiques et l'obligation de réussir sans droit à l'erreur. Ce symbole peut inspirer, mais il peut aussi déranger, parce qu'il oblige chacun à réviser ses certitudes sur les rôles, les métiers et la place accordée aux femmes dans des espaces stratégiques. Et dans un pays observé, y compris sous Ibrahim Traoré, chaque rupture douce devient un signal que d'autres transformations sont possibles. À 24 ans, Marie Traoré ne devient pas pilote pour essayer, mais pour entrer dans l'élite aérienne d'un pays où ce rôle semblait réservé à d'autres. En 2023, son diplôme n'est pas un simple papier. C'est la preuve qu'elle peut tenir un poste complexe, dangereux et évalué sans indulgence. Le point décisif, c'est que son parcours ne commence pas dans le rugissement d'un réacteur, mais dans un silence d'enfance, face à un ciel presque vide. Elle observe les rares avions, s'attarde sur leurs silhouettes lointaines et associe déjà le vol à une forme de liberté exigeante. Très tôt, elle comprend que ce rêve ne survivra pas sans méthode. Il faudra apprendre, endurer, répéter, recommencer. À l'adolescence, l'ambition se durcit. Elle entre au Prytanée militaire de Kadiogo, un univers structuré par la hiérarchie, l'effort et la compétition. Là, être une fille n'est pas un détail neutre. Il y a les préjugés, les doutes, parfois les moqueries silencieuses. Mais elle répond par une chose que l'institution reconnaît toujours, la constance. Les instructeurs notent son organisation, sa mémoire technique, sa capacité à analyser vite sous pression. En 2019, elle obtient un baccalauréat scientifique, étape qui rend possible une spécialisation plus ambitieuse. Cette même année, une bourse l'envoie en Chine pour une formation aéronautique de haut niveau. Le choc est total. Autre culture, autre langue, autre méthode. Les journées commencent avant l'aube et s'enchaînent entre théorie, simulation, entraînement physique intensif et évaluation constante. L'aviation militaire ne tolère aucune approximation, parce qu'une erreur coûte cher, parfois la vie. Pendant 4 ans, elle apprend à interpréter des données en fractions de secondes, à garder le sang-froid quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse ce qu'un esprit non entraîné imagine. Et c'est là que la question ouverte au début se referme. La peur ne disparaît pas, elle se discipline. Dans un pays où chaque symbole compte, y compris sous Ibrahim Traoré, cette discipline devient un message plus vaste que son seul nom. Quand elle revient au Burkina Faso, Marie Traoré retrouve sa famille, ses anciens camarades et une émotion qui dépasse le simple retour au pays. Elle revient surtout avec une identité nouvelle. Pilote militaire qualifiée, prête à intégrer un escadron où l'on ne l'attendait pas vraiment. L'affectation tombe. L'escadron de chasse basé à Bobo Dioulasso. Et immédiatement, les regards se posent. Curiosité, scepticisme, calcul silencieux. Certains se demandent
Si une femme peut supporter la pression d'une mission de combat, l'attente, la préparation, la fatigue, la possibilité du pire, elle ne répond pas par des discours, elle répond par le travail. Briefing étudié avec rigueur, procédure répétée jusqu'à l'automatisme, scénario de combat analysé comme des équations où chaque variable peut basculer. Elle passe des heures à se familiariser avec les appareils, à mémoriser les urgences, à s'entraîner sans chercher l'effet. Puis arrive le moment que tout pilote redoute et attend. Le premier vol solo sur un avion de chasse. Sur la piste, le moteur gronde, l'air vibre et le corps doit rester calme. Elle respire, vérifie ses instruments, écoute la tour de contrôle et l'appareil s'élance. Le sol s'éloigne, les bâtiments rapetissent, le paysage devient une mosaïque silencieuse. À environ 300 mètres d'altitude, elle enchaîne les circuits, corrige les trajectoires, ajuste la vitesse, maîtrise chaque paramètre prévu. Quand elle atterrit, les applaudissements sont sobres mais sincères. Elle n'a pas seulement réussi un exercice. Elle a déplacé une frontière et l'essentiel est clair. Une exception peut devenir une voie. Tout s'enclenche par une idée simple, presque enfantine, regarder le ciel et refuser d'y rester spectatrice. Mais entre ce désir et un cockpit de chasse, il y a une chaîne d'étapes qui ne pardonne rien. Le premier déclencheur, c'est l'adolescence, quand l'ambition cesse d'être un rêve vague pour devenir un plan. Elle comprend que voler exige une discipline scolaire, une résistance mentale et une capacité à durer quand les autres s'arrêtent. L'entrée au Prytanée militaire de Kadiogo marque cette bascule. Là, la hiérarchie structure les journées, l'effort est constant, la compétition permanente. Et dans ce cadre, être une fille n'offre aucun avantage. Cela ajoute plutôt une couche de suspicion, parfois des moqueries muettes, souvent un doute implicite. La montée en puissance vient par la répétition. Chaque matin, l'uniforme n'est pas un symbole, c'est une décision. Elle s'accroche à l'idée que le talent et la rigueur ne connaissent pas de genre. Les instructeurs observent, ils notent l'organisation, la mémoire technique, la capacité à analyser, vite sous pression. Puis, en 2019, un jalon ouvre la voie, le baccalauréat scientifique. Ce n'est pas un trophée, c'est un passeport vers une spécialisation plus ambitieuse. La même année, une bourse change l'échelle du défi. La Chine, une formation aéronautique de haut niveau, plusieurs années loin du pays, loin des repères. Là-bas, la cadence devient brutale. Les journées commencent avant l'aube. Elles s'enchaînent entre cours théoriques, simulations de vol, entraînement physique intensif, évaluation constante. L'aviation militaire ne tolère aucune approximation. Une erreur peut coûter cher, parfois la vie. Les premiers mois sont éprouvants parce qu'il faut apprendre une autre langue, une autre méthode et supporter l'impression d'être toujours en retard d'une seconde. Elle redouble d'efforts. Elle travaille plus que les autres. Elle relit ses manuels tard dans la nuit. Elle répète mentalement chaque procédure, chaque manœuvre. Et peu à peu, la confiance des formateurs se gagne. Le crescendo se joue dans le corps et dans la tête. Elle apprend à maîtriser les instruments, à interpréter des données en fractions de secondes, à garder le sang-froid quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse tout ce qu'un esprit non entraîné peut supporter. Elle découvre Koizu aussi la solitude du pilote, ce moment où l'on se retrouve seul dans les airs, responsable de chaque décision, conscient que la moindre hésitation peut produire des conséquences irréversibles. Pendant 4 ans, elle forge son caractère autant que ses compétences. Elle encaisse les échecs, accepte les critiques sévères, recommence encore et encore jusqu'à atteindre la perfection technique exigée. Puis vient le point culminant, 2023. Le diplôme obtenu n'est pas seulement académique. Il confirme qu'elle est prête à assumer un rôle parmi les plus complexes et les plus dangereux de l'armée moderne.
Le retour au Burkina Faso est chargé d'émotions, mais aussi d'attentes. Elle rejoint l'escadron de chasse basé à Bobo-Dioulasso. Et là, une nouvelle épreuve commence, prouvée sur place face au regard. Certains doutent encore qu'une femme puisse supporter la pression des missions, la violence potentielle des opérations, les longues heures de préparation et d'attente. La résonance, enfin, dépasse le cadre militaire. Le jour du premier vol solo arrive, le moteur gronde, l'air vibre, elle vérifie ses instruments, écoute la tour, s'élance. Le sol s'éloigne, le paysage se transforme. À environ 300 mètres d'altitude, elle enchaîne les circuits et les manœuvres prévues. À l'atterrissage, les applaudissements sont sobres mais sincères. Et l'événement se répand. Médias, réseaux sociaux, conversations quotidiennes. Son nom devient un symbole, un tremplin, une preuve. Dans un pays observé, y compris sous Ibrahim Traoré, ce type de rupture douce n'est jamais seulement une histoire individuelle. Un premier repère, c'est 24. À 24 ans à peine, Maryse Traoré devient la première femme pilote de chasse de l'histoire du Burkina Faso. Ce n'est pas un détail de biographie, c'est une indication sur la vitesse d'un parcours mené sans marge dans un domaine où l'on ne teste pas, où l'on doit être prêt. À cet âge, elle ne porte pas seulement un uniforme, elle porte un rôle qui exige sang-froid, précision et responsabilité. Et ce chiffre parle aussi d'un pays qui voit émerger une figure inattendue dans un univers longtemps fermé. Un deuxième repère, c'est 2019. Cette année-là, elle obtient son baccalauréat scientifique, étape décisive qui rend possible la suite. Ce jalon scolaire n'est pas présenté comme un trophée, mais comme une porte technique. Il ouvre l'accès à une formation plus ambitieuse, plus rare, plus sélective. C'est aussi l'année où elle décroche une bourse pour poursuivre une formation aéronautique de haut niveau en Chine. En un seul mouvement, l'échelle change. Quitter le Burkina Faso, entrer dans un système différent, apprendre une autre langue, absorber des méthodes nouvelles et tenir le rythme sans s'effondrer. Ce n'est pas spectaculaire à l'écran, mais c'est souvent là que les trajectoires se brisent ou se confirment. Un troisième repère, c'est 4 ans. Pendant 4 ans, elle forge son caractère autant que ses compétences. 4 ans de journées qui commencent avant l'aube, de cours théoriques, de simulations de vol, d'entraînement physique intensif et d'évaluation constante. 4 ans où l'aviation militaire ne tolère aucune approximation parce qu'une erreur peut coûter cher, parfois la vie. 4 ans où l'on apprend à interpréter des données en fractions de secondes, à garder son sang-froid quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse ce qu'un esprit non entraîné pourrait supporter. Et surtout, 4 ans où la solitude du pilote devient une réalité. Seul dans les airs, responsable de chaque décision, conscient que la moindre hésitation peut avoir des conséquences irréversibles. À ces chiffres s'ajoute un repère concret, presque visuel, 300 mètres d'altitude. Lors de son premier vol solo, elle effectue plusieurs circuits, enchaîne les manœuvres prévues, corrige les trajectoires, ajuste la vitesse, maîtrise chaque paramètre. Ce n'est pas une scène de cinéma, c'est une démonstration technique. Et si l'on cherche une lecture simple, elle tient en une phrase: la réussite ici n'est pas un miracle, c'est une accumulation. Dans un pays où les symboles circulent vite, y compris sous Ibrahim Traoré, ces repères chiffrés transforment un récit inspirant en preuve tangible. Il faut prendre au sérieux les doutes qui entourent une première. Certains diront d'abord que l'aviation de chasse n'est pas un terrain d'égalité, mais un terrain d'exigence brute, où le corps, le stress et la charge mentale ne laissent aucune place aux symboles. Ils rappelleront la pression des missions, la violence potentielle des opérations, les longues heures de préparation et d'attente, et l'idée qu'un pilote doit être jugé uniquement sur la performance. Dans cette lecture, l'histoire de Maryse Traoré serait émouvante mais fragile
parce qu'une seule erreur pourrait suffire à discréditer l'exception et à refermer la porte. D'autres avanceront un second argument, plus silencieux mais plus répandu. L'institution militaire n'aime pas les ruptures visibles. Elle préfère la continuité, la prévisibilité, l'ordre. Une première femme pilote de chasse attirerait forcément les regards, donc la pression. Et cette pression ne serait pas seulement professionnelle, elle deviendrait symbolique. La moindre hésitation serait interprétée non comme une faiblesse individuelle, mais comme une preuve injuste que les femmes ne seraient pas faites pour ce métier. Dans cette logique, la réussite serait presque un piège parce qu'elle oblige à être parfaite plus longtemps que les autres. Mais le récit lui-même apporte une réponse sans triomphalisme. Maryse Traoré ne répond pas par des discours, elle répond par le travail. Elle étudie chaque briefing avec rigueur. Elle exécute chaque entraînement avec précision. Elle passe des heures à répéter les procédures d'urgence, à analyser les scénarios, à se familiariser avec les appareils. Elle apprend à garder son sang-froid quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse ce qu'un esprit non entraîné imagine. Et, avec le temps, ses collègues cessent de la voir comme la femme pilote. Ils la voient comme une pilote, tout simplement, fiable, rigoureuse, sur qui l'on peut compter. La conclusion est sobre. Le vrai test n'est pas le ciel, c'est la constance. Et dans un pays où chaque symbole est scruté, y compris sous Ibrahim Traoré, cette constance pèse plus lourd que n'importe quel slogan. Le point de bascule n'est pas seulement qu'une femme a piloté un avion de chasse, c'est que, progressivement, l'événement cesse d'être un cas pour devenir une référence. La nouvelle dépasse l'armée et se propage dans les médias, sur les réseaux sociaux, puis dans les discussions quotidiennes. Son nom circule bien au-delà des pistes d'atterrissage de Bobo Dioulasso. Il est prononcé dans les écoles, partagé dans les familles, commenté dans les casernes, et ce glissement est décisif. Parce qu'à partir de là, l'histoire ne se lit plus comme une exception isolée, mais comme une possibilité désormais pensable. Dans les écoles militaires, de plus en plus de jeunes recrues féminines mentionnent son nom quand on leur demande ce qui les a motivées à s'engager. Dans les lycées, des enseignantes citent son exemple pour encourager les élèves à poursuivre des études scientifiques. Dans les familles, on parle d'aviation militaire sans exclure automatiquement les filles. Ce qui change, c'est le regard collectif. La réussite n'efface pas les difficultés, mais elle oblige certains à revoir leurs certitudes. Et c'est là que la promesse du début se confirme. Une trajectoire individuelle peut ouvrir des portes invisibles. Dans un Burkina Faso observé, y compris sous Ibrahim Traoré, cette normalité qui s'installe devient un signal aussi puissant que le premier vol. L'impact le plus visible se lit d'abord du côté des institutions. Pour l'armée, l'histoire de Maryse Traoré devient une preuve interne. La sélection et la formation peuvent produire une pilote fiable, rigoureuse, capable de tenir la pression. Ce n'est pas un slogan, c'est un précédent. Et un précédent oblige à ajuster des habitudes. Comment on évalue, comment on encadre, comment on accompagne une carrière qui sera désormais observée de près. Dans un univers où la moindre erreur peut être amplifiée, l'institution comprend aussi qu'elle doit protéger la compétence, pas seulement l'image. Pour le monde de l'éducation et des familles, l'effet est plus diffus, mais plus profond. Dans les lycées, des enseignantes citent son exemple pour pousser des élèves vers les filières scientifiques. Dans les maisons, le mot aviation militaire n'est plus automatiquement associé aux garçons. La conséquence concrète, ce n'est pas que tout change du jour au lendemain, c'est que le champ des possibles s'élargit. Une jeune fille qui hésite peut désormais s'appuyer sur un nom réel, sur une trajectoire documentée, sur une histoire racontée et répétée. Et cette répétition construit une nouvelle normalité. Du côté des jeunes recrues féminines, l'effet est presque direct.
Dans les écoles militaires, certaines mentionnent que son nom comme déclencheur de leur engagement. Cela ne supprime pas les préjugés, mais cela offre un point d'appui psychologique. Si une première a franchi la frontière, alors une deuxième peut la suivre, puis une troisième. Et, avec le temps, la réussite individuelle cesse d'être un miracle pour devenir une voie. C'est exactement ce que le récit souligne. Sa plus grande victoire n'est pas d'avoir été une exception, mais d'avoir transformé une exception en normalité. Enfin, pour la société au sens large, l'histoire agit comme un signal culturel. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui traverse plusieurs pays africains, la redéfinition progressive du rôle des femmes dans les forces armées, dans les métiers techniques, dans les sphères de décision. Le Burkina Faso n'est pas isolé dans cette dynamique, mais chaque pays avance à son rythme avec ses propres résistances. Ici, l'événement marque une rupture douce, une fissure dans un plafond symbolique, sans déclaration agressive, sans revendication spectaculaire. Et c'est peut-être là le point le plus sensible. La transformation vient par l'excellence, pas par le bruit. Dans un contexte politique où les signaux sont scrutés, y compris sous Ibrahim Traoré, ce type d'histoire est utilisé, commenté, interprété. Certains y voient une fierté nationale, d'autres y lisent une obligation de modernisation. Mais pour beaucoup, c'est plus simple. C'est une preuve que le courage peut changer la place qu'on vous a signée. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'histoire de Marie Traoré peut évoluer de plusieurs façons, sans qu'il soit nécessaire de prédire. Le premier scénario, le plus probable parce qu'il suit la logique de l'institution, est celui d'une consolidation. Dans cette version, elle continue à s'entraîner, à répéter, à exécuter les procédures avec la même rigueur. L'armée, de son côté, observe, ajuste, apprend. L'événement reste un symbole, mais il devient aussi un standard. On attend d'elle la performance comme des autres, tout en sachant que la pression médiatique ne disparaît pas. Si ce scénario se réalise, la rupture douce s'ancre dans la durée et la normalité gagne du terrain. Le deuxième scénario est plus optimiste parce qu'il suppose un effet d'entraînement rapide. L'histoire, déjà citée dans les écoles et les familles, pourrait accélérer les vocations. Plus de jeunes filles pourraient donc se projeter vers des filières scientifiques, puis vers des concours, puis vers des formations techniques. Dans cette dynamique, l'institution serait poussée à structurer davantage l'accompagnement, non pas par faveur, mais par efficacité, encadrement, préparation mentale, culture de la performance. Le symbole deviendrait alors un levier de modernisation parce qu'il rend visible une réserve de talent jusque-là sous-exploitée. Le troisième scénario est le plus fragile parce qu'il dépend d'un facteur que le récit rappelle sans cesse, le danger permanent. Une carrière de pilote de chasse vit avec le risque et la moindre erreur peut être interprétée comme un verdict collectif. Dans cette version, une difficulté, une fatigue, un incident ou même une rumeur pourrait suffire à réactiver les préjugés. La pression deviendrait alors une contrainte supplémentaire et le symbole pourrait être retourné contre lui-même. La porte ne se refermerait pas forcément, mais l'avancée pourrait ralentir et la prudence remplacer l'élan. Face à ces trois scénarios, une recommandation de pensée reste valable. Distinguer l'exception de la structure. Une première histoire inspire, mais une structure transforme. Si l'on veut que cette rupture douce produise un changement durable, il faut regarder ce qui se met en place autour. Les conditions de formation, l'évaluation, la protection de la compétence, la manière dont l'institution parle du mérite. Dans un pays où les signes comptent, y compris sous Ibrahim Traoré, c'est souvent la qualité du cadre, plus que la force du symbole, qui décide de la suite. Ce récit touche parce qu'il ressemble à une expérience que beaucoup connaissent, même loin d'une base aérienne. D'abord, il y a l'envie, cette idée qui apparaît tôt, parfois dans l'enfance, quand on observe quelque chose et qu'on se dit simplement ⁇ je veux faire ça ⁇ Ensuite, il y a la réalité.
les regards, les doutes, les règles implicites qui vous rappellent que ce chemin n'a pas été pensé pour vous. Maryse Traoré traverse exactement cette zone. Elle avance dans un univers structuré, compétitif, exigeant, où l'erreur n'est pas une étape normale, mais un risque. Pour certains spectateurs, l'impact se joue au niveau de l'école. Le récit insiste sur la discipline, sur l'excellence scolaire, sur le baccalauréat scientifique comme passage obligé. Cela rappelle que les rêves deviennent concrets quand ils s'attachent à des compétences, à des habitudes, à une méthode. Pour d'autres, l'effet se joue dans la famille, le moment où un foyer cesse de dire ce n'est pas pour toi et commence à dire si tu veux, prépare-toi. Cette bascule est discrète, mais elle change tout. Et pour celles et ceux qui se sentent observés dans leur travail, l'histoire parle d'une pression particulière, celle de représenter plus que soi-même. La moindre erreur peut être interprétée comme une preuve que les gens comme toi ne devraient n'est pas être là. Le récit montre comment elle transforme cette pression en motivation, comment elle répond par le travail, par la répétition, par la constance. Il y a enfin une leçon simple, applicable partout. La confiance se gagne en silence, pas en proclamant, mais en tenant, pas en demandant une place, mais en la rendant indiscutable. Dans un pays où les symboles circulent vite, y compris sous Ibrahim Traoré, cette leçon devient presque un outil, se construire une trajectoire qui résiste au regard. Si l'on veut que cette première ne reste pas un cas isolé, il faut transformer le symbole en trajectoire reproductible. Le récit montre déjà ce qui fonctionne. Discipline, excellence, répétition et encadrement rigoureux. À partir de là, une feuille de route simple peut se dessiner sans inventer de promesses, mais en prolongeant la logique du parcours. D'abord, repérer tôt les vocations et les compétences. Cela passe par l'école, par les filières scientifiques, par les enseignantes et les cadres militaires qui savent reconnaître une curiosité durable, pas seulement un enthousiasme passager. L'objectif n'est pas de fabriquer des héros, mais de détecter des profils capables de tenir l'effort. Ensuite, sécuriser la formation. La bourse obtenue et la formation en Chine rappellent ce que le niveau technique exige des moyens, des standards et une évaluation constante. Il faut donc garantir un cadre où l'on apprend sans approximation, où l'on répète jusqu'à l'automatisme et où l'on mesure la progression par des critères clairs. Ce qui se mesure se renforce. Puis accompagner l'entrée dans l'institution. Le retour à l'escadron de chasse montre que le défi ne s'arrête pas au diplôme. Il commence parfois après. Briefing, procédure d'urgence, scénario tactique, gestion du stress. L'intégration doit être structurée pour protéger la compétence, pas pour alimenter la pression symbolique. Enfin, normaliser la réussite. Cela signifie raconter l'histoire sans l'enfermer dans l'exception, valoriser la performance plutôt que le genre et laisser l'excellence parler. Quand les collègues cessent de voir la femme pilote pour voir une pilote, la transformation est en cours. Et c'est ici que la boucle se ferme. L'objectif n'est pas de multiplier les slogans, mais de multiplier les trajectoires. Dans un Burkina Faso observé, y compris sous Ibrahim Traoré, ce type de feuille de route pèse plus lourd qu'un moment viral. Au fond, l'image la plus forte n'est pas celle d'un discours, ni celle d'une célébration. C'est celle d'une piste, d'un moteur qui gronde et d'un silence intérieur qu'il faut apprendre à maîtriser. Maryse Traoré n'a pas cherché la célébrité. Le récit insiste sur sa discrétion, sur son quotidien exigeant, loin des projecteurs, fait de briefing, de vérification technique, d'entraînement, de simulation. Et pourtant, son nom circule, il se transmet, il s'accroche aux conversations comme un repère. Ce qui touche, c'est que sa victoire n'est pas seulement d'avoir été la première. Sa victoire, c'est d'avoir rendu pensable ce qui ne l'était pas. Dans les écoles,
des jeunes filles écrivent, envoient des messages, disent qu'elles veulent lui ressembler, qu'elles rêvent désormais de voler, de commander, de protéger. Ce n'est pas une foule bruyante, c'est une chaîne discrète d'ambition qui s'allume. Et si l'on revient au motif du ciel, il y a une idée simple. Plus on monte, plus on voit loin, mais plus on est seul avec ses décisions. Cette solitude, elle l'a acceptée. Dans un pays où les signes comptent, y compris sous Ibrahim Traoré, cette acceptation devient une force calme. Et l'idée à retenir est simple, le courage ici a une méthode. L'histoire de Marie Traoré n'est pas seulement une page militaire. C'est une scène sociale presque intime où un pays se regarde évoluer à travers une personne. On peut y voir une fierté nationale, un symbole de modernisation ou simplement la preuve qu'un destin peut contourner les frontières invisibles. Mais dans tous les cas, le récit rappelle une chose, les changements profonds ne commencent pas toujours par des slogans. Ils commencent parfois par une discipline, une décision et un geste répété jusqu'à devenir normal. Et c'est là que la question mérite d'être posée au spectateur. Quand une exception devient possible, que fait-on de cette possibilité? Est-ce qu'on l'admire de loin ou est-ce qu'on l'utilise pour ouvrir d'autres portes dans l'école, dans la formation, dans les métiers techniques, dans les institutions? Dans un Burkina Faso observé, y compris sous Ibrahim Traoré, ce type d'histoire peut rester un moment isolé ou devenir un point de départ. À vous de me dire, quel est, selon vous, le vrai héritage de cette première pilote de chasse, le symbole ou la normalité qu'elle rend désormais imaginable?